Qui n'a pas peur du cancer? Mesdames, Messieurs, généralement, quand on entend ce mot, on a forcément froid dans le dos. Malheureusement, on dira que dans les pays africains, il semble que les cancers sont en pleine extension. Pourquoi? Quel est leur mode opératoire? Peut-on les prévenir? Y a-t-il une alimentation adaptée à ces personnes qui souffrent du cancer? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous en parlons ce soir avec notre spécialiste. Il est chirurgien cancérologue, le docteur Lucien Pangon. Et donc, voici la première rubrique de cette émission, les vérités du spécialiste. Bonsoir, docteur Lucien Pangon. Bonsoir, madame. Vous êtes cancérologue et chirurgien et vous nous venez du Centre de cancérologie de Cotonou. Et c'est donc avec vous que nous allons découvrir tout ce qui est caché derrière ce mot cancer. Mais d'abord, j'ai envie de vous demander, ce Centre de cancérologie de Cotonou, c'est nouveau? Oui, c'est un centre nouveau qui est mis en place depuis décembre 2017 face à de nombreuses demandes de la population, la demande de soins qui est devenue très très cruciale et vu la lenteur avec laquelle les dispositions étatiques se mettent en place, on a jugé bon de se mettre ensemble. Il y a un chirurgien cancérologue, moi, un médecin radiothérapeute, chimiothérapeute, un anesthésiste et un anapathe, deux anapathes. Deux anapathes, c'est du côté du diagnostic. Du diagnostic. Anapathe, les gens ne comprennent pas forcément. Bon, on va en définir au cours de l'émission, qui se sont mis ensemble pour mettre en place d'abord ce petit centre dans lequel on ne parle que cancer. Alors, quand vous parlez des dispositions étatiques qui tardent à venir, c'est dire que pour les personnes qui souffrent du cancer, on a l'habitude de les évacuer et que les dispositions sont souvent lentes, c'est ça? Bon, il y a en partie, parce qu'il y a un petit quelque chose qui se fait déjà au CNHU, mais le CNHU n'a pas encore acquis la capacité de contenir tous les malades. D'où une demande très très importante. Donc nous, rentrant au pays, on se dit, bon, on ne peut pas rester les bras croisés et attendre toujours que l'État prenne des dispositions. Il faut qu'on fasse un effort. Donc, entre spécialistes, on s'était entendu, on a mis d'abord en place ce petit centre. Donc, désormais, nous avons un centre de cancérologie dans notre pays et il est à Cotonou. Alors, on a l'impression que les cancers, tout type confondus, sont à la mode. Est-ce que c'est vrai et quelles sont les statistiques dans notre pays? Dans notre pays, on a quelques chiffres sectoriels qu'on ne peut pas généraliser par rapport au cancer en général. Mais les chiffres que je vais vous donner, c'est les chiffres sur le plan mondial et sur le plan ouest africain. Sur le plan mondial, le cancer représente entre 9 et 10% de toutes les maladies non transmissibles. Maintenant, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ce taux avoisine les 15% de la population. D'accord, c'est dire que le cancer fait partie, les cancers, tout type confondus, oui, font partie donc de la du gros lot qu'on appelle maladie dite non transmissible. Oui. Alors quand on parle du cancer, chacun a sa petite idée, je le disais à l'entame de cette émission, oui, mais vous êtes cancérologue, vous allez pouvoir nous donner une définition claire du mot cancer. Oui, le cancer résulte d'une perturbation profonde et complexe du fonctionnement de certaines cellules qui se multiplient de façon anarchique au sein de l'organe qui les contient et qui finit par envahir tout cet organe et envoyer des colonies de cellules à distance. C'est ça qu'on appelle métastase. Donc, ça, c'est un stade beaucoup plus avancé. Qu'on retrouve ces mêmes types de cellules loin du site originel. C'est surtout ça. Et entendez, c'est ça qui va dans les formes, parce que les cancers sont divisés en deux grands groupes.
les cancers solides et les cancers non solides. Dans les cancers non solides que vous trouvez, ces cellules, dans les cancers solides que vous trouvez, les tumeurs qu'on retrouve dans le sein, dans la prostate, un peu partout. Et les cancers non solides, c'est surtout les cancers liés aux éléments constitutifs du sang. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui, à un moment donné, puisque vous avez parlé de multiplication anarchique de cellules anormales, qu'est-ce qui, à un moment donné, va provoquer l'apparition de ces cellules anormales? Pour ces cellules, l'organisme a un régulateur qui fonctionne en fonction de le génome de chaque cellule, où l'information est déjà inscrite. Donc, chaque cellule se multiplie, se divise et meurt. Et c'est régularisé. Maintenant, par rapport à ces cellules qui ont subi des agressions, qui font peut-être ce qu'on appelle une mutation. Et cette mutation, c'est une modification du génome de la cellule. Donc c'est ça qui... Alors, ce que nous aurions voulu comprendre, d'où viennent ces agressions? C'est quoi ces agressions? Ces agressions sont liées à des expositions, par exemple des expositions à des rayons ou des substances, des toxiques, ou certaines infections peuvent modifier le génome d'une cellule. Et cette cellule-là échappe au contrôle de l'organisme. Donc, c'est ça qui entraîne une multiplication. Est-ce qu'il n'y a pas un facteur âge? Est-ce que l'âge aussi ne va pas entraîner un vieillissement qui pourrait, oui, l'âge intervient tout simplement. L'âge intervient dans ce perturbation souvent parce que plus vous agressez, vous vieillissez, plus vos capacités de réparation diminuent. Donc, quand il y a l'agression, ça s'installe plus vite. Mais il n'y a pas que l'âge dans l'émergence d'un cancer. Alors, y a-t-il un lien entre l'hérédité et le cancer? Est-ce qu'il y a des cancers qui s'héritent? Oui, l'hérédité est un facteur dans l'apparition d'un cancer, surtout si le cancer est apparu à un âge plus jeune. Quand dans une famille, une personne a un cancer à un âge plus jeune, il faut surveiller tous les membres de cette famille-là. Et la descendance de cette personne doit être surveillée de très près. Alors, de plus en plus, les gens pensent que le cancer nous vient de notre alimentation et des facteurs de risque de notre environnement qui a commencé à se dégrader. Est-ce que vous avez cette impression, vous, scientifiques? Bon, ce n'est pas une impression, c'est une vérité. Parce que le cancer s'installe grâce à certains risques auxquels on s'expose. Les risques, on a en réalité 4 groupes de risques. Il y a les risques environnementaux, c'est-à-dire les pollutions et autres. Il y a les risques biologiques. Par exemple, on vient de parler de l'hérédité. On peut avoir les infections qui, à la longue, peuvent vous donner le cancer. Il y a le vieillissement dont on a parlé. Ensuite, il y a certains comportements, les comportements alimentaires dont vous venez de parler, la consommation des graisses saturées qu'on retrouve peut-être. Le tabac, je sais pas. Oui, il y a ces comportements, il y a le tabagisme, la toxicomanie, toute exposition à ces toxiques peut vous donner un cancer. Il y a parfois aussi des virus, mais nous allons prendre une petite pause pour écouter Jean-Claude James à travers ce reportage. Ils sont cruels, sournois et foudroyants. Malheureusement, les cancers font partie des maladies dites non transmissibles en pleine expansion dans les pays d'Afrique subsaharienne. Et quel que soit le type de cancer qui survient dans la famille, le vécu psychologique des uns et des autres est dévastateur. J'ai vu ma tante se plaindre souvent des douleurs au niveau de ses aisselles. Elle dit qu'elle ressent des ganglions, la présence de ganglions sous ses aisselles. Après un bilan, on a constaté la présence d'un nodule au niveau dans ses seins. On a demandé à ce qu'une ponction soit faite, ce qui est fait.
Et à la fin, on a constaté que c'était une cellule cancéreuse. Ils ont décidé de lui faire une ablation du sein, mais le mari s'est opposé parce qu'avant qu'elle n'accepte d'aller à l'hôpital, ma tante a dit que la seule condition, c'est que le mari lui promette qu'arrivé là-bas, qu'on ne va pas la priver de ses seins. Donc, suite à cette promesse, le mari s'est dit qu'il ne peut pas donner l'autorisation pour qu'on lui fasse une ablation parce qu'à son réveil, ça peut avoir une influence psychologique sur sa personne. Donc, du coup, elle est rentrée à la maison, elle était sous traitement, elle prenait des antibiotiques et autres. On a constaté qu'elle a commencé par perdre du poids, considérablement du poids. Elle a commencé par perdre ses cheveux. Et je ne sais pas si c'est ce cancer qui est encore à la base d'une insuffisance rénale qu'elle a vécue. À la place de ses selles, c'était le sang qui sortait. Ses seins étaient tellement volumineux et ça pesait tellement qu'elle était obligée d'accrocher un foulard à ses cous pour soutenir le poids. Et chaque fois quand nous décidons de voir, on dit « mais tante, je veux voir, je veux toucher, je veux sentir », elle dit « mais vous n'aurez pas le courage parce que si tu touches, tu n'oublieras plus jamais ça ». Donc elle refusait de se déshabiller pour qu'on constate réellement l'aspect des seins. Mais quand elle n'en pouvait plus, et c'était nous qui prenions soin d'elle, on a su qu'elle souffrait vraiment et profondément. Mais elle n'était pas accrochée à la vie. Elle n'était pas accrochée parce qu'elle se dit « je ne veux pas vous faire de la peine, je ne veux pas rester là pour dire que je lutte pour vivre pendant que c'est une maladie mortelle ». Le cancer ne tue cependant pas toutes les fois. Le dépistage précoce reste une pièce maîtresse de la rémission et de la prévention. Aux femmes, il faut faire l'autopalpation pour détecter le nodule dans le sein. C'est vous qui devez avoir d'abord dit que vous allez détecter le nodule en faisant cette palpation et c'est après que vous venez nous voir. Si vous ne détectez pas, vous ne pouvez pas venir nous voir. Donc, faites la recherche des nodules dans le sein à la maison et dès que vous avez la moindre chose, la moindre présomption, quelque chose pour dire « ah, il y a une masse bizarre que je sens », venez, nous allons vous prendre en charge. Au niveau du col de l'utérus, par exemple, donc nous pouvons faire la surveillance par le frottis cervico-vaginal et c'est aussi une prévention parce que si on surveille, on demande aux femmes de toujours faire le frottis soit tous les 2 ans, soit tous les ans, ça dépend du médecin qui suit. Eh bien, on peut voir les lésions précancéreuses et comme ça, si on intervient, la personne ne fera jamais ce cancer, est définitivement guéri. Chez les hommes, le cancer de la prostate est le plus fréquent. Du coup, il leur est recommandé un dosage annuel de l'antigène prostatique spécifique PSA. Alors, il n'y a pas si longtemps, la prise en charge était difficile au Bénin. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, docteur? Aujourd'hui, il y a déjà des spécialistes sur place qui peuvent, il y a des cancérologues chirurgiens, il y a des chimiothérapeutes qui sont là. Seulement, il y a aussi un radiothérapeute, seulement qu'on n'a pas encore en place un service de radiothérapie. Donc, on peut réduire avec le panel de spécialistes sur place le nombre d'évacuations sanitaires. C'est ça. Alors, mais quand on parle de prise en charge du cancer, ce qui fait peur, c'est la chimio ou la radiothérapie. Souvent, les gens se disent que ce sont ces deux techniques de traitement qui poussent beaucoup plus vers la mort. Madame, ces traitements sont des traitements assez lourds. La chimiothérapie, la chirurgie aussi. Mais si ces traitements sont mis en place plus tôt, donc quand on découvre le cancer plus tôt, on peut guérir le malade sans beaucoup d'effets secondaires. Alors, souvent, il y en a qui refusent l'opération parce que quand il s'agit d'un cancer solide, vous avez parlé des cancers solides et des cancers solubles. Quand il s'agit d'un cancer solide, c'est ça? Solide et non solide. D'accord. Ok. Quand il s'agit des cancers solides, on doit par exemple opérer, enlever la tumeur, et les gens se disent que cette opération distribue beaucoup plus les cellules cancéreuses dans le sang. Merci madame, c'est une vue de l'esprit. Les spécialistes aujourd'hui peuvent vous dire quand une tumeur est opérable ou non, quand on peut faire une chimiothérapie ou non.
Bon, avant, il n'y avait pas de spécialistes sur place. Donc, il y a certains qui essaient de faire de la chimiothérapie, d'opérer. Ils n'opèrent pas toujours en fonction du stade d'évolution de la maladie. Parce que dès qu'on fait un diagnostic, on essaie de faire le bilan d'extension de cette maladie pour voir cette maladie, elle est toujours locale ou avancée. Donc, quand c'est local, quand c'est au début, on peut facilement faire une chirurgie et s'arrêter là, ou faire une chirurgie complétée par une chimiothérapie. Mais quand la maladie est avancée, on ne peut pas croiser les bras. Il faut réduire la progression de la maladie. C'est ça qui va donner beaucoup d'effets secondaires. Le malade se sent beaucoup mal. C'est surtout ça. Alors, est-ce que toutes les tumeurs qu'on va retrouver dans un organe sont des cancers? Non, toutes les tumeurs ne sont pas des cancers. C'est pourquoi il y a le rôle de l'anatomopathologiste. Quand on trouve une tumeur quelque part, on fait ce qu'on appelle une biopsie, donc un petit prélèvement qu'on envoie à l'anatomopathologiste qui étudie pour nous dire c'est un cancer, ce n'est pas un cancer. Si c'est un cancer, est-ce que ce cancer est agressif ou non? Est-ce que c'est stimulé par rapport, est-ce que c'est stimulé par les hormones ou non? Et c'est en fonction de cela qu'on va prendre ce cancer en charge par soit une chimiothérapie, une hormonothérapie ou une thérapie ciblée ou une chirurgie. Alors, on sait que les cancers peuvent attaquer tous les organes du corps humain. Oui. Alors, à quoi est-ce qu'on pourrait faire attention pour peut-être détecter très tôt les signes d'un cancer? Pour détecter très tôt les signes d'un cancer, c'est le dépistage. C'est d'abord le dépistage, donc il faut consulter pour voir si vous êtes à risque ou non. Qu'est-ce que vous avez envie de savoir sur les cancers? Voici les questions du web avec Héloïse Winato. Héloïse Winato, bonjour. Bonjour Angela Keija. Vous avez la forme aujourd'hui? Pas vraiment, je tousse un tout petit peu, mais ça va aller. Ça ira. Alors, vous êtes revenu avec des questions que les téléspectateurs ont posées sur la page Facebook de l'émission. Vous allez nous rappeler cette page et continuer avec les questions au docteur. Merci Angela. Docteur, bonsoir. Elle l'a dit, merci de consacrer un peu de votre temps pour nous parler du cancer. Vous le savez, nombreux sont ces internautes qui ont réagi sur la toile, la page Facebook de l'émission pour mieux comprendre ce que c'est que le cancer. Alors, deux internautes, Serge Roumalon et Rodrigue Abissi, voudraient savoir les modes de prévention. Bon, la prévention du cancer, il faut tabler sur plusieurs facteurs. Il y a des facteurs qu'on peut éviter, des situations qu'on peut éviter pour ne pas avoir le cancer. Par exemple, une alimentation saine, éviter une alimentation trop manufacturée, les graisses saturées par exemple, et des farines très raffinées, trop de sucre, et trop d'huile aussi, il faut éviter tout ça et manger vraiment sain. Deuxièmement, il faut éviter tous les toxiques, le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie sous toutes ses formes. Il faut avoir une hygiène de vie saine sur le plan des infections sexuellement transmissibles. Il faut toujours faire attention parce que ces infections peuvent à la longue donner un cancer. Surtout chez la femme, le cancer du corps. Je voudrais rebondir. Vous avez parlé de l'alimentation. On cite souvent la viande rouge et les charcuteries comme des facteurs favorisant le développement du cancer. Dans quelle proportion ces deux aliments sont-ils nuisibles à la santé? Oui, ces aliments sont incriminés dans certaines études. C'est dans certaines études qui sont incriminés dans l'émergence de certains cancers, surtout les cancers digestifs, surtout les cancers du côlon et tout, qui sont plus incriminés. Alors, une autre question, est-ce que c'est vrai que la peau du poisson fumé à feu de bois ou avec les produits dérivés du pétrole tels que le pneu, les sachets plastiques, est-ce que la fumée est cancérigène? Oui, la fumée est cancérigène. Deux choses, quand vous souffrez du cancer, votre appétit baisse alors même que le cancer vous pompe de l'énergie. Comment faire? Voici la rubrique Que mangeons-nous avec Héloïse Winato.
Dans la rubrique Que mangeons-nous, Héloïse Winator, vous allez certainement nous parler d'alimentation saine et équilibrée. Vous nous parlerez également de ces aliments énergétiques qu'il faille consommer pour donc avoir plus d'énergie pour lutter contre ces cancers qui vous foudroient. Tout à fait. Ce que nous mangeons est en grande partie source des maux dont nous souffrons. Existe-t-il un lien entre le cancer et l'alimentation? Suivez les explications de deux spécialistes, un cancérologue et un nutritionniste diététicien, à travers ce reportage que nous propose Jennifer Sativi et Jules Akoikou. Le cancer, une maladie silencieuse. S'il est diagnostiqué tard, il est souvent foudroyant et peut être fatal pour la victime. Parmi les facteurs de risque, notre mode alimentaire. L'Organisation mondiale de la santé a clairement établi un lien entre la survenue des cancers et l'alimentation. Une mauvaise alimentation serait donc en grande partie responsable du développement de toutes sortes de cancers observés ces dernières années. Il faut donc proscrire des assiettes certains aliments qualifiés de cancérigènes et en privilégier d'autres qui ne sont pas à risque. Au déjeuner, à midi, avant de manger la pâte, avant de manger le riz, il faut prendre des fruits. Ananas, nous excellons en production d'ananas. Pourquoi pas? Nous avons des oranges, nous avons de la papaye. Vous pouvez manger tous ces fruits-là avant de manger. Et puis, on ne refuse pas pour ceux qui aiment boire le vin. Il ne faut pas abuser. Un verre de vin, c'est largement suffisant. À midi et puis le soir, un verre de vin. Au repas, vous pouvez prendre une petite bouteille de bière. À midi, une petite de bière le soir. Sinon, buvez de l'eau. Manger, c'est bien, mais manger équilibré et varié serait l'idéal pour prévenir la survenue du cancer. Une fois atteint, le malade du cancer doit revoir le contenu de son assiette. Il existe en effet des astuces et des recettes pour conserver le plaisir gustatif des aliments pendant les traitements. Dans l'assiette du patient, nous devons retrouver en grande partie les légumes. Je veux parler des légumes feuilles. D'accord, le vernonia, l'amarante, les feuilles de laitue, tout ce qui est feuilles doit être retrouvé en grande quantité dans son assiette. Et le quart soit composé d'aliments riches en protéines. Nous avions dit qu'il faut limiter la consommation des viandes rouges. Donc pour les protéines, ils doivent être beaucoup plus portés vers les viandes blanches, la volaille, le poisson, les fruits de mer. Il doit avoir aussi une part de glucides, d'accord? Les glucides qui sont constitués de céréales. Il est conseillé qu'on ait des céréales faits des aliments faits de céréales à grains entiers. On va choisir par exemple le riz brun à la place du riz poli. Vous avez également le pain entier. Je ne vais pas manquer de dire que la meilleure boisson reste et demeure l'eau. L'eau potable. Environ 1,5 litre à 2 litres par jour. Bien se nourrir reste la condition sine qua non d'une bonne santé. Héloïse Winator, il y a aussi ces aliments riches en antioxydants ou en fibres alimentaires qu'on peut proposer à certaines personnes, en tout cas pour prévenir les cancers. Oui, Angela Péja, je voudrais revenir donc sur quelques aliments qui diminueraient sensiblement le risque d'attraper le cancer. Il faut insister sur la consommation des fruits et légumes. Le nutritionniste l'a dit dans le reportage, nous l'avons vu. Il faut aussi consommer, vous l'avez dit aussi, les fibres alimentaires. C'est très nutritif. Il faut consommer beaucoup d'ail et d'oignons. On peut consommer aussi les produits laitiers. Pour ceux qui sont friands des produits laitiers, ils peuvent en consommer, mais ne pas en abuser. Le fromage, par exemple, 3 portions quotidiennement recommandées par les spécialistes. Enfin, pour les femmes mères, il faut allaiter les bébés. L'allaitement chez la mère, un effet protecteur jugé convaincant sur le cancer du sein et un effet bon protecteur juste suggéré sur le cancer de l'ovaire.
Alors, il faut insister également sur l'alimentation quand même saine et équilibrée, surtout équilibrée. Ce n'est pas parce qu'il y a des aliments qui sont riches en fibres alimentaires et en antioxydants que vous devrez prendre pour prévenir, diminuer le risque d'apparition des cancers, qu'il faille donc consommer rien que ces aliments. C'est archi faux, n'est-ce pas? Oui, tout à fait faux. Il y a des aliments que vous pouvez consommer avec beaucoup de modération. Aussi, Angela, les boissons sucrées, par exemple, sont incriminés. C'est des facteurs de risque. Les boissons sucrées, ces habitudes de modération sont aussi à adopter chez les jeunes, les très jeunes, en famille, par l'éducation, de façon à créer des habitudes alimentaires favorables qui vont perdurer. Une alimentation équilibrée, vous l'avez dit, et diversifiée s'avère suffisante pour assurer une possible prévention des cancers. Et c'est l'ensemble de ces habitudes alimentaires qui doivent être prises en compte pour privilégier les aliments d'origine végétale et maintenir son poids dans la fourchette normale. On a dit que l'obésité est aussi un facteur de risque, Angela. Alors, quand on parle de boissons sucrées qui pourraient être incriminées dans l'apparition des cancers, c'est bien parce que ça pourrait être des produits chimiques. Et donc, faites très attention, préférez tout ce qui est local. Quand vous souffrez du cancer, on peut tout à fait vous interdire certaines choses. Vous souffrez d'un cancer, il vous est interdit de fumer. Cela va aggraver votre état. Ne paniquez pas, montrez-vous fort et ayez foi en l'avenir. Cela vous aidera à combattre la maladie. Ne fuyez pas quelqu'un qui souffre du cancer. Le cancer n'est pas une maladie contagieuse. Nous sommes en train de tirer à la fin de cette émission. Mais avant, Héloïse Ouinator, vous allez rappeler la page Facebook où les téléspectateurs pourront poster toutes leurs questions. Portez-vous bien.ortb. Voilà, faites-nous parvenir toutes vos préoccupations et les médecins sont là, les spécialistes sont là pour vous répondre. Merci à vous, Héloïse Ouinator. Nous allons mettre un terme à cette émission. Fin donc de Portez-vous bien. Merci de nous avoir suivis. Nous vous reviendrons certainement avec un autre sujet tout aussi préoccupant que celui des cancers. Merci et à bientôt.